Docteur Tam, vous avez parlé d'inégalité, vous avez souligné le fait que la stigmatisation est un enjeu de santé publique. C'est justement l'objet du premier bloc qui a pour titre Atténuer les inégalités et la stigmatisation, une responsabilité collective. Alors, nous entendrons des conférenciers aborder la stigmatisation, ses conséquences et aussi des pistes de solutions dans trois contextes différents, celui de la consommation d'opioïdes et de la crise des surdoses, celui de la pauvreté où on aura un duo de présentateurs très inspirants, et celui de la santé mentale. Alors, sans plus attendre, on entame ce bloc avec Kim Brière-Charret, qui était citée d'ailleurs dans un article hier du Devoir que vous avez peut-être entrevu, qui s'intitulait « On ne voit que la pointe de l'iceberg de la crise des surdoses ». Alors, elle était citée comme experte dans ce papier. Kim Brière-Charret dirige les projets en substances psychoactives à la SPQ dans l'espoir de briser des plafonds de verre dans les politiques en santé. Elle est engagée en prévention des surdoses à Montréal depuis plus de 12 ans. Kim a contribué en 2017 à implanter le premier service d'injection supervisée mobile en Amérique du Nord et elle parlera donc de cette grande question, comment répondre à la crise québécoise des surdoses. Kim, la parole est à toi. Merci beaucoup, Hélène. Merci à tout le monde d'être présente aujourd'hui. Je vous dirais que ce sujet-là est pour moi-même une question ambitieuse, savoir comment répondre à cette crise qui prend de l'ampleur grandissante vraiment au Québec. Mais en fait, c'est une question qu'on se doit de se poser, particulièrement dans un contexte où on voit qu'il y a certains indicateurs qui nous démontrent aussi une augmentation de cette crise-là. Donc aujourd'hui, en fait, finalement, j'aimerais dédier aussi cette présentation-là aux personnes qui sont décédées à travers les dernières années, mais aussi à toutes les communautés qui sont endeuillées et surtout aux personnes qui font un travail d'arrache-pied en prévention, en traitement, en intervention sur le terrain jour et nuit. En fait, quand on regarde au niveau de la crise des surdoses, si on regarde un portrait très rapide au niveau du Canada actuellement, on voit en fait que rapidement, on est rendu à plus de 40 000 décès entre janvier 2016 et juin 2023. Pour illustrer l'ampleur de cette crise-là, en fait, on se rapproche tranquillement du nombre de Canadiens et Canadiennes qui sont décédés durant la Seconde Guerre mondiale. C'est énorme et c'est trop actuellement, puis c'est un portrait qui se démarque malheureusement au niveau mondial. En fait, on parle de 22 décès par jour à travers le pays et puis plus de 20 000 interventions des services médicaux d'urgence. Donc oui, la quantité de décès, ce n'est que la pointe de l'iceberg. En fait, il y a toute une série d'intervenants justement qui travaillent dans l'urgence sur le terrain et à travers ça, on va le voir un petit peu plus loin, mais il y a beaucoup de surdoses qui sont renversées dans la communauté qui ne sont pas monitorées aussi, entre autres, au Québec. Donc ici, si on regarde en ce moment un portrait du Canada, là où je souhaite attirer l'attention, c'est surtout dans le fait que en ce moment, par exemple, la Colombie-Britannique a sorti aussi des statistiques à l'effet, par exemple, qu'il y a une hausse dans les intoxications qui est maintenant devenue la première cause de décès dans 3 groupes d'âge particulièrement partout en Colombie-Britannique, entre autres chez les 40 à 59 ans, chez les 19 à 39 ans, mais également chez les 10 à 18 ans. Donc, n'attendons pas que la crise soit encore plus exacerbée à ce niveau-là au Québec et assurons-nous de mettre les mesures en place qui sont nécessaires pour prévenir davantage de surdoses. Mais au Québec, on entend parfois qu'on est épargné et j'ai envie d'en dire le contraire aujourd'hui. En fait, on a eu 508 décès entre octobre 2022 et septembre 2023. On parle souvent, en fait, dans la crise des surdoses, du fait qu'un décès, c'est un décès de trop. Pourquoi? Parce que ce sont des décès qui sont évitables et qui sont prématurés. Donc, en ce moment, c'est quand même 42 décès par mois dans la province. Et les services de consommation supervisée, entre autres, depuis leur ouverture et jusqu'en 2022, ont permis d'accueillir plus de 50 000 visites au Québec, mais également de renverser donc plus de 500 urgences dans les services de consommation supervisée, et ce chiffre-là monte.
Tout à l'heure, je mentionnais en fait qu'on a une crise au Québec et je vais nous donner un petit aperçu. Donc ici, on voit entre autres la ligne jaune qui est finalement le portrait de 2020, où on voit vraiment une augmentation marquée qui correspond entre autres à l'éclosion de la COVID, oui, où il y a eu une fermeture des frontières et ce qui a complètement changé le portrait de l'approvisionnement en substances au Québec. En fait, ce qu'on voit aussi à travers les dernières années, c'est que si on se penche spécifiquement sur les décès liés aux opioïdes, effectivement, il y a une augmentation fulgurante depuis 2019. C'est énorme, mais à travers ça, on voit aussi les mêmes reflets au niveau du portrait des urgences qui sont en augmentation fulgurante aussi en 2023 avec les plus récentes données qu'on avait. En fait, quand on regarde le portrait des stimulants, il y a eu des belles couvertures de presse là, à travers les dernières semaines aussi à ce niveau-là. On voit que les données tardent malheureusement à rentrer. Donc, les derniers portraits qu'on a pour avoir une visibilité au niveau de ce portrait-là au Québec, qui est bel et bien présent, date de 2020. Alors, on aimerait beaucoup, évidemment, pouvoir faire en sorte d'avoir un accès plus rapide qui nous permette de réagir, donc beaucoup plus rapidement pour prendre des mesures adaptées à la crise. Dans l'angle mort des données, en fait, on a des exemples, dont Montréal, qui nous démontrent cette augmentation-là au niveau des urgences, des interventions aussi en surdose qui sont faites au Québec. Ici, on voit le nombre ou la tendance d'augmentation aussi des interventions d'urgence pour renverser des surdoses dans les services de consommation supervisée qu'on connaît, qui sont implantés à Montréal. On voit un portrait aussi à la hausse au niveau des interventions d'urgence santé, ce qui est assez alarmant à travers les dernières années, particulièrement là, si on regarde depuis donc 22, 23, etc. Et puis, il faut savoir qu'à travers tout ça, il y a un programme de redistribution communautaire de naloxone qui a été implanté, qui se renforce d'année en année, mais où on souhaite encore ouvrir davantage les valves. Pourquoi? Parce que justement, quand ces services-là ne sont pas présents dans toutes les régions, les localités, etc., bien, ce sont les pairs, ce sont les personnes de la communauté qui interviennent pour renverser les surdoses. Donc, la naloxone étant finalement un antidote aux crises de surdose, mais en lien avec les opiacés seulement. En fait, tout ça nous amène aussi à finalement considérer un portrait global au niveau des mesures pour y répondre. Et là, je m'avance sur des pistes exploratoires qu'on aimerait vraiment pouvoir travailler collectivement aussi dans les prochaines années. Et je rejoins beaucoup d'ailleurs mes prédécesseurs, donc Dr Tam et Mme Jabet, qui ont vraiment mis la table en parlant d'inégalité. Vous allez voir où je m'en viens. Alors, pour chaque principal facteur de risque de surdose, on a tablé sur des mesures pour y répondre également. Un des premiers éléments à laquelle, d'ailleurs, faisait référence Dr Tam en parlant de crise des drogues contaminées, c'est justement le fait qu'en ce moment, cette contamination-là fait en sorte que les surdoses ou ce qu'on consomme est extrêmement imprévisible sur le marché noir à l'heure où on se parle. Donc, en fait, l'approvisionnement sûr, qu'on appelle aussi le safe supply à travers le Canada, nous permettrait certainement de pouvoir réduire la quantité de surdose et de façon efficace. J'y reviendrai tout à l'heure. Il y a de plus en plus aussi d'analyses de substances qui se déploient. J'étais contente d'entendre d'autres organismes communautaires, entre autres à Montréal, là, qui viennent de se procurer des spectromètres, etc., pour analyser les différentes substances. Ça permet aussi une consommation éclairée, et je pense que tout le monde est d'accord qu'une consommation éclairée, libre, etc., va nous permettre aussi, avec les ressources nécessaires, de faire en sorte qu'on puisse attaquer finalement cette crise-là. Les méconnaissances liées aux effets des mélanges de substances sont importantes. L'alcool en fait partie et peut accentuer certaines consommations aussi, mais pour ça, on doit mettre davantage de ressources de prévention, de promotion de la santé en place pour s'assurer finalement d'éviter de se rendre autant que possible à des surdoses qu'on peut prévenir. Ceci dit, avec la contamination des drogues sur le marché, bien, malheureusement, des fois, ça demeure imprévisible. Un autre facteur de risque très important qui est ressorti notamment dans une analyse des rapports de coroner qui a été fait au Québec dans les dernières années, en fait, c'est l'aide qui était non disponible au moment de la surdose. Donc oui, évidemment, pour les personnes qui consomment seules, puis on l'a vu, hein, le portrait est vraiment, vraiment frappant. Là, je pense qu'on parlait d'autour de 70% des décès, justement, qui étaient liés à des personnes qui consommaient seules en logement, où on voit aussi, à quelque part, l'impact de la stigmatisation
stigmatisation qu'il y a autour des drogues, dans le fait que justement ces personnes parfois vont consommer aussi de façon cachée. On a besoin davantage de centres de consommation supervisés à travers l'entièreté du Québec. D'ailleurs, il y a une excellente étude qui a été menée à Calgary qui démontrait que pour chaque surdose, on épargnait environ 1 600 $ en services ambulatoires et pour les visites à l'urgence également. Donc, c'est à prendre en compte en se disant, oui, ça prend un investissement, mais ça épargne aussi un engorgement au niveau du réseau de notre santé et des urgences. Alors ici, en fait, quand on parle d'aide non disponible, malheureusement, dans les rapports du coroner, il y avait aussi beaucoup d'illustrations à savoir que les personnes savent parfois trop peu détecter les signes d'une surdose ou comment intervenir lorsque ça arrive et sont souvent réfractaires à appeler le 911, entre autres parce qu'on associe la police, les drogues, la répression. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs éléments là-dedans qui sont des éléments de réponse importants, mais notamment qui passent par la formation. Et plus on va avoir des personnes, des communautés qui sont des alliés pour pouvoir intervenir, plus on va pouvoir prévenir, intervenir aux besoins. Et on le voit d'ailleurs dans certaines localités, les citoyens et citoyennes veulent pouvoir savoir comment est-ce qu'ils peuvent composer avec ces réalités-là qui vivent en fait autour d'elles. Donc ici, en fait, au niveau des services d'urgence aussi, la formation est plus que nécessaire. Heureusement, il y a plusieurs policiers qui maintenant ont de l'analoxone aussi, entre autres, mais on doit s'assurer que ces interventions-là soient traitées comme des enjeux de santé, puisque oui, malheureusement, il y a eu des fermetures de lieux, des fois suite à des signalements de surdose, des fois des places de consommation informelles, etc., mais qui font en sorte que les personnes après ne veulent plus appeler les services d'urgence. Un autre élément, la stigmatisation, la dépendance, les enjeux de santé. Je vais revenir sur certains éléments, mais oui, on se doit de revoir l'encadrement légal de la possession de substances, de l'usage personnel également. En fait, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de troubles non diagnostiqués, non traités, dont, entre autres, des troubles de santé mentale, oui, mais aussi beaucoup d'éléments liés à la douleur chronique, où les personnes vont aussi se tourner vers une forme d'automédication pour pouvoir diminuer leurs symptômes, mais ne se sentent pas nécessairement à l'aise d'aller discuter avec les professionnels de la santé sur leur consommation de drogue aussi. Donc, on doit aussi s'assurer de renforcer des mesures de détection, mais faire davantage de prévention lorsqu'on prescrit, par exemple, des médicaments qui peuvent avoir des risques de surdose ou des risques de dépendance, dont les opioïdes, mais aussi des éléments comme les benzodiazépines qui sont fréquemment, entre autres, prescrits pour, par exemple, des troubles d'anxiété. Donc, ce sont tous des éléments qui peuvent être aidants et on a aussi des fenêtres d'opportunités spécifiques quand, par exemple, une personne est hospitalisée. On sait que si elle a un enjeu de dépendance, sa tolérance va nettement réduire et que lorsqu'elle sort, elle sera beaucoup plus à risque de surdose. Donc, ça nous fournit à quelque part des moments clés où on peut parler avec la personne puis s'assurer de lui dire, écoute, si tu consommes, assure-toi de le faire de façon sécuritaire. Il y a des services de consommation supervisés. Assure-toi d'avoir quelqu'un qui sache comment administrer de l'analoxone aussi en ta compagnie. De plus en plus, vous en avez entendu parler, mais le réchauffement climatique va accentuer les inéquités sociales de santé, c'est certain, et dont les populations vulnérables en sont déjà affectées malheureusement. Lorsqu'on parle de substances psychoactives, en fait, les périodes de canicule et les grands froids ont un impact important justement sur cette réalité-là. Entre autres, là, on voit beaucoup de surdoses aux stimulants, notamment durant les vagues de chaleur, donc des personnes qui n'ont pas accès à de l'air climatisé, pas accès à des espaces frais, etc., pour pouvoir vraiment réguler aussi leur température, mais aussi l'hiver, malheureusement, je connais une personne qui a malheureusement en fait perdu son partenaire puisqu'elle était en situation d'itinérance et que la fiole de naloxone était gelée parce qu'elle passait l'hiver à l'extérieur. Donc, l'accès aux espaces chauffés et puis l'accès à ces refuges-là sont absolument essentiels également. Les réformes dans les politiques qui pourraient être porteuses, en fait, je tiens à mentionner qu'on a mis l'accent finalement sur 3 éléments d'importance à notre avis. Premièrement, j'en ai glissé mot, l'approvisionnement sûr. Ce
qui est intéressant, en fait, c'est de voir qu'il y a une nouvelle étude qui a été publiée par le BC-CDC l'an dernier qui démontre l'efficacité de l'approvisionnement sûr. En fait, ils ont mesuré finalement les impacts d'une prescription d'opioïdes au sein d'une cohorte qui ont suivi auprès de plus de 5 800 personnes, en fait, qui avaient un enjeu de dépendance soit aux stimulants ou aux opioïdes. Et on voit que dans la semaine qui suivait une prescription qui avait une durée de plus de 4 jours, on a diminué de 91 % les risques de décès, toutes causes confondues, 89 % spécifiquement en lien avec les surdoses. Donc, c'est majeur. Et on doit voir dans un contexte où on a réinstauré un programme avec la RAMQ là, de surveillance pour éviter la surprescription, puis pouvoir s'assurer qu'on ait des bonnes pratiques en la matière, que ça n'entrave pas aussi l'accès au niveau de l'approvisionnement sûr au Québec. D'ailleurs, l'Agence de santé publique du Canada a modélisé, en fait, comment pourraient se projeter les suites au niveau de la crise des surdoses au Canada selon les mesures de santé publique et l'augmentation ou le maintien, par exemple, du niveau de fentanyl. J'attire votre attention sur les deux courbes, donc en rouge et bleu au bas des projections pour les prochaines années, où on voit que finalement, les mesures de santé publique, que le niveau augmente ou reste stable en termes de fentanyl, spécifiquement dans ce cas-ci, va nous permettre de contrecarrer une bonne partie des décès associés à ces surdoses-là. Donc, c'est vital de pouvoir s'assurer de continuer à faire un travail important en la matière. En fait, les inégalités sociales de santé, on l'a mentionné un petit peu plus tôt aujourd'hui dans l'ouverture, elles sont bien présentes et spécifiques aussi au niveau des personnes qui consomment des substances psychoactives. Donc, on voit en fait que les conditions socio-économiques, les troubles de santé mentale, les troubles de santé physique, malheureusement, sont encore surreprésentés parmi les rapports du coroner qui ont été analysés. Et on croit fondamentalement que d'autres indicateurs sur lesquels on devrait se pencher pour vraiment identifier et préciser ce portrait-là, c'est un projet sur lequel on souhaite se pencher justement à la SPQ. En fait, la stigmatisation aussi, d'ailleurs, a été vraiment proposée dans différents pays comme déterminant social de la santé. Et en matière de crise des surdoses, ça nous apparaît absolument incontournable de le prendre en considération, bien que ce soit une réalité qui est invisible, qui est difficile à mesurer. En fait, ça accentue les inéquités sociales de santé et ça l'entraîne des préjudices importants sur la santé physique et mentale. Santé Canada, d'ailleurs, soulignait différentes formes de stigmatisation en lien, entre autres, avec les substances. Et je nous invite aujourd'hui, pour la majorité des personnes qui travaillent dans des organisations en santé et en services sociaux, de pouvoir s'assurer de réduire les barrières structurelles à l'accès pour cette personne-là. Je cite aussi aujourd'hui, en fait, le regroupement intersectoriel des organismes communautaires montréalais qui mentionne finalement que souvent, plutôt qu'agir sur les déterminants sociaux de la santé, on va augmenter finalement le financement pour s'assurer qu'il y ait un potentiel de résilience des personnes en cas notamment de catastrophes climatiques. Mais du même coup, on individualise cette capacité-là à rebondir. Alors, on doit s'assurer qu'il y ait vraiment des mesures collectives structurantes qui soient déployées. En terminant, en fait, l'encadrement légal des substances, j'y ai fait référence un petit peu plus tôt. En ce moment, quand on regarde au niveau de la judiciarisation, en fait, donc les coûts en justice pénale s'élèvent à près de 2 milliards au Québec. En fait, en 2020, c'est les dernières estimations qu'on avait. Et puis, ça porte à réfléchir dans un contexte où l'humain consomme des substances psychoactives depuis des millénaires maintenant. On doit savoir comment est-ce qu'on va pouvoir composer avec cette réalité-là et soutenir justement les mesures. Donc, selon, en fait, le rapport du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme qui a été publié en 2023, mais il faisait mention qu'entre autres, la guerre contre les drogues revient à faire la guerre à la population, car souvent, il y a des répercussions qui sont plus fortes auprès des personnes pauvres et qui vont s'ajouter à des discriminations préexistantes auprès des groupes vulnérables, marginalisés dans le cadre des mesures de contrôle des drogues. Donc oui, il y a certaines mesures qui sont nécessaires, mais revoyons l'encadrement qu'on en fait pour éviter d'ajouter un fardeau à ces personnes au Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kim.
Pour notre duo de conférenciers, je vous invite oui, je vous vois, à venir me rejoindre sur scène. On parlera de préjugés et de pauvreté avec, entre autres, Marilyn Côté, qui se passionne pour la participation citoyenne. Bonjour, Marilyn. Elle a développé une expertise sur la participation des personnes en situation de pauvreté dans les projets qui les concernent. Marilyn est membre du comité de gouvernance de la chaire de recherche sur la réduction des inégalités de santé. Et Marianne Paradis-Pelletier est responsable des pratiques avec du collectif pour un Québec sans pauvreté. Elle a participé avec Marilyn, d'ailleurs, au projet Photovoix que vous avez fait ensemble. Elles ont donné diverses formations sur la participation citoyenne des premières personnes concernées par la lutte à la pauvreté. Et Marianne a également participé à la mobilisation Ensemble pour agir sur les préjugés. Mesdames, prenez ma place. Je me présente, Marilyn Côté. Nous autres, pourquoi qu'on trouvait ça important de venir ici aujourd'hui? Ben, elle l'a dit, je suis une personne qui s'est beaucoup impliquée dans des mobilisations citoyennes. Ça m'a toujours interpellée parce que je les vis personnellement. Et toi, Marianne? Ben, c'est ça, c'est parce que Marilyn est là, en fait. L'important pour moi, c'est de pouvoir porter la parole citoyenne. Donc, on va parler, entre autres, ben, beaucoup de préjugés, hein, de personnes qui vivent la pauvreté aujourd'hui. Donc, ben, Marilyn, ça affecte beaucoup, ben, je pense pas mal toutes les personnes qui vivent la pauvreté. Puis, ben, on est allé puiser, hein, en fait, dans plein d'expériences, dans plein de travaux qu'on a fait ou qu'on a connus, qui sont faits autour de la question là, de préjugés et pauvreté. Puis on est allé puiser là-dedans pour vous transmettre ça. Fait que pas mal tout ce qu'on va vous parler aujourd'hui, ça vient de connaissances qui ont été créées avec des personnes concernées. Les pauvres, c'est tous des alcooliques et des fumeurs. Ils boivent tout le chèque le premier du mois. Les pauvres sont sales. Les pauvres, ils brisent tout. Les pauvres, ça coûte cher. Hey, les pauvres, ils savent pas s'organiser. Les pauvres travaillent pas, puis ils ont tout gratis. Ils sont tous pauvres d'esprit. Quand tu dis démunis, là... Ils sont tous de même, mais toi, c'est pas pareil. Je parle pas de toi. Les pauvres, pourquoi ils auraient le droit de la bonne bouffe? Pourquoi on leur donnerait tout cru dans le bec encore? Ce que vous venez d'entendre, ce sont des préjugés que plusieurs personnes qui vivent en situation de pauvreté entendent au quotidien. Ce sont des préjugés qui ont été nommés lors du projet de recherche, le Photovoix, là, ensemble, pas ensemble, là, mais le plaisir, un besoin pour tous et pour toutes. Ça a été une recherche axée sur les difficultés rencontrées pour avoir accès au plaisir lorsqu'on vit en situation de pauvreté. Pour changer ces mentalités-là, puis pour contrer les préjugés envers les personnes qui vivent en situation de pauvreté, dans le fond, c'est ça, c'est le collectif pour un Québec sans pauvreté qui a mis sur pied cette recherche-action participative au cœur de... c'était C'était quoi, non, ah oui, avec le Carrefour sur la lutte aux préjugés en 2012. Bien, aujourd'hui, on va parler de préjugés. Les pauvres, c'est tous des alcooliques et des fumeurs. C'est le mauvais piton. Alors, on va vous parler de préjugés liés à la pauvreté, mais on va faire un petit tour pauvreté, un petit tour comment ça marche les préjugés, puis après ça, Marilyn va vous présenter plus des exemples concrets là, de moyens de lutter contre ces préjugés-là. Donc, ce qu'on dit, en fait, sur la pauvreté au Québec, c'est un schéma. Retenez plus les couleurs là-dedans. En fait, excusez, vous voyez qu'on a du rouge, du jaune, du vert et des nuages. Les nuages, c'est pour représenter les personnes les plus riches au Québec. En fait, c'est la répartition des revenus, des niveaux de revenus au Québec. Pourquoi les nuages? Ben, parce que on ne les connaît pas, ces gens-là. Vous voyez, hein, ça finit par un point d'interrogation. Fait qu'on les a mis dans le flou. Ensuite, vous avez la partie du vert où ce sont des personnes qui sont hors de la pauvreté. Donc, des personnes qui ont une vie, digne et normale. Ensuite de ça, vous avez le jaune. Le jaune qui est un peu une période de transition entre
le revenu qui permet de couvrir ses besoins, le revenu, en fait, la situation de vie, qui permet de couvrir ses besoins, mais on n'est pas encore sorti de la pauvreté. Et le rouge, ben, je pense que vous avez compris, hein, être dans le rouge, qu'est-ce que ça peut signifier? Être dans le rouge, dans le fond, si on se fie à la mesure du panier de consommation, ça veut dire que pour une personne seule habitant à Montréal, c'est notre référence qu'on utilise au collectif, là, ça prendrait 24 200 $ par année. Ça, c'est le chiffre qu'on vient de mettre à jour il y a 2 semaines maximum. Donc, puis vous voyez une répartition, en fait, des montants qui sont alloués selon les différents besoins qui sont calculés par cette mesure-là. Si je peux me permettre, là, dans l'autre diapo, là, une des choses que je faisais remarquer, c'est que les soins de santé ne faisaient pas partie des besoins de base à lesquels c'était calculé. Voilà. Oui, c'est ça. Puis ce qu'on voit ici, en fait, dans cette diapo-là, c'est que pour les personnes qui sont à l'assistance sociale, bien, elles ne le couvrent pas, ces besoins-là. Ça, c'est les pourcentages là, qu'on vient de recalculer là, de couverture des besoins. Donc, une personne à l'aide sociale, c'est-à-dire qui est jugée apte à l'emploi, va avoir moins de 50 de la couverture de ses besoins de base. Une personne à la solidarité sociale, donc avec une contrainte sévère à l'emploi, va avoir presque 70 et une personne qui est au revenu de base, c'est le dernier programme, en fait, à l'assistance sociale, va avoir presque 90 de son revenu. Ça, c'est les gens qui ont une contrainte sévère de longue durée. Alors là, on a vu la pauvreté en chiffres, mais la pauvreté, bien, vous l'avez entendu, hein, les préjugés, c'est une bande sonore d'ailleurs qu'on a sur notre site Internet où on dit, ben attention, ça peut être choquant d'entendre, là, ça fait mal. Puis quand on demande aux gens de nous dire, ben, c'est quoi vivre la pauvreté, ils répondent en un mot, pas en chiffres, ils répondent ces mots-là. Et entre autres, ben, vous remarquez là, que le chiffre, oui, le mot qui ressort le plus, c'est la question de l'exclusion. Puis l'exclusion, ben, c'est beaucoup lié aux préjugés, hein? Donc maintenant, on va regarder un peu comment ça fonctionne des préjugés. Le carrefour de savoir sur la lutte contre les préjugés, ouais, du collectif Point Québec sans pauvreté, c'est un espace, en fait, de création de savoir qui s'est mis en place là, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, puis qui n'existe plus maintenant, là, mais qui s'est mis en place pour réfléchir justement en tant que personne en situation de pauvreté qui vivons de l'exclusion aussi et des préjugés. Bien, qu'est-ce qu'on a à dire sur cette question-là? Alors, il y a beaucoup pardon, de travaux qui ont été faits là-dessus. Et une des choses qui est ressortie de leur travail, c'est une définition de préjugé. Donc, vous l'avez ici. C'est le préjugé, c'est une insulte, souvent déguisée, hein, tu sais, c'est sournois parfois, à l'endroit des personnes en situation de pauvreté. C'est un étiquetage, une généralisation qui est émise sur un ensemble de personnes, souvent à partir d'un cas présenté comme connu. Le fameux «j'en connais un qui» ou «j'en connais une qui». Vous l'avez déjà tout entendu, je suis sûre. Un petit peu. Ces préjugés-là, ils ont des effets individuels et collectifs. Sur les effets individuels, sur les personnes qui émettent ces préjugés-là, bien, ça renforce l'estime de soi parce que tu te sens supérieur, tu te sens meilleur que les autres. Pour la personne qui est visée, par exemple, c'est une autre histoire, hein. C'est de la souffrance, c'est du rejet, c'est une perte d'estime de soi, puis la honte de sa condition sociale. Oups, on va trop vite. C'est nous qui. OK, ouais. Donc, les effets collectifs des préjugés, en fait, ben ça, c'est des effets que le Carrefour a mis en lumière, tu sais, puis en disant, ben il y a des effets sur les personnes en situation de pauvreté, entre les personnes en situation de pauvreté, entre elles, des personnes qui les portent, puis ben tout ça, ça nous amène à dire, ben, une fois qu'on a constaté ces mécanismes-là, comment on peut lutter contre les préjugés. Donc, je vais aller rapidement. Les personnes en situation de pauvreté, vous voyez les petits personnages rouges et jaunes. En fait, c'est les personnes en situation de pauvreté qui sont là. On écrit victimisation, ce n'est pas dans le sens de victime, hein, mais c'est vraiment dans le sens de personnes qui sont visées par ça, qui
qui sont identifiées. Donc, elles sont... on les voit, on voit qu'elles sont là, ces personnes-là. Puis, ben, ce qui se passe, on l'a dit, hein, l'exclusion, je pense qu'on en a assez parlé, ben, c'est ça, elles sont exclues de la société. Oui, excusez-moi, on n'était pas rendu. Puis, une fois que ça s'est arrivé, ben, c'est entre les personnes, entre elles, en situation de pauvreté, il y a une division qui se fait. T'sais, on parle parfois de bon pauvre, mauvais pauvre. Hein? Ben oui, mais toi, on sait bien, t'es malade, c'est normal que tu aies accès à tout ça. Puis toi, ben, voyons, t'es ensemble. Je te vois, là, t'es bien correct, t'es bien capable de tout faire. T'sais. Ben, ça, c'est des préjugés qui sont véhiculés dans la société. Puis les personnes en situation de pauvreté font aussi partie de la société, même si on les exclut, et elles ont aussi intégré certains de ces préjugés-là. Donc, c'est quelque chose qui se passe aussi, malheureusement, entre elles. Et finalement, si on arrive à l'effet des effets collectifs, des préjugés des personnes qui les portent, ben, vous voyez, hein, toute la question de la domination qui s'installe et la question du pouvoir qui arrive puis qui cherche à écraser les autres. Donc là, je redonne la parole à Marilyn pour qu'elle vous présente des pistes de solutions pour essayer d'aller vers des relations plus égalitaires. Des fois, il faut quand même peser 2 fois. Oui, c'est ça. On va y arriver. OK, c'est bon. Oups. Ah, c'est pas On grave. vole nos punch. OK, parfait, c'est bon. Tantôt, on vous a parlé du projet de recherche-action participatif, le photovoix qui était fait par le collectif Par un Québec sans pauvreté, qui a été de base émis par le Carrefour sur la lutte aux préjugés en 2012. Cette recherche-action participative-là, là, on était différents types de personnes autour de la table. Il y avait des personnes qui travaillaient, mais qui travaillaient à faible revenu. Tu sais, il y avait différents types de personnes qui vivaient en situation de pauvreté autour de la table. Puis, on avait notre appareil photo, puis il fallait prendre une photo pour aller de l'avant sur la question du plaisir. Le plaisir, c'est un besoin essentiel pour toutes et pour tous. Le plaisir dépend de chacune des personnes, puis de la situation à laquelle que tu vis, que tu aimerais avoir. Moi, j'ai choisi aujourd'hui la photo de Micheline. Micheline, elle, qu'est-ce que... Parce que tantôt, on nous parlait des déterminants sociaux de la santé, hein, qui était un facteur qui était à prendre en considération. Il y a beaucoup de déterminants sociaux de la santé, il y en a différents types. Puis, celle de Micheline, elle représente vivre dans un habitat donnant accès à la lumière, à la nature, à l'espace. Profiter un peu de verdure dans sa cour, d'un aménagement qui permet de se lier à ses voisins et voisines. Ce qui est ressorti de notre analyse collective, parce que par la suite, on analysait ensemble, collectivement, de cette photo, c'est qu'il y a des préjugés qui nuisent aux personnes qui vivent en situation de pauvreté, qui voudraient s'établir dans un quartier plus vert. Ce qu'on pourrait entendre, c'est que c'est une profiteuse. Elle doit travailler au noir ou elle doit se faire vivre. Ce sont des Puis, il y a des préjugés aussi qui poussent quelqu'un qui les aurait intériorisés à s'auto-exclure. Comme, c'est bien trop beau pour une pauvre, je mérite pas ça. L'environnement dans lequel on vit a là un impact sur notre santé physique et psychologique. Puis, on connaît bien les bienfaits du contact avec la nature. Lorsqu'on est dans un métier dans le domaine de la santé, puis qu'on doit évaluer des facteurs qui contribuent à l'amélioration du bien-être d'une personne, d'une cliente ou d'une patiente, l'environnement dans lequel celle-ci peut avoir accès, c'est un déterminant social de la santé à prendre en considération. Je vous donne un exemple. Mon médecin. Ça fait plusieurs années, moi, que c'est un élément important dans son évaluation médicale à laquelle, lui, il me parle parce que avoir un contact avec son environnement, ça fait une différence. Il y a aussi, puis ouais, c'est ça, puis c'est loin d'être banal. C'est une égalité, on parlait aussi des inégalités sociales de santé. Bien, c'est une égalité sociale de santé de ne pas faire aménager des espaces verts autour des gens qui habitent dans les personnes qui vivent en situation de pauvreté. Puis, c'est un préjugé de croire qu'elles n'en ont pas besoin d'espaces verts autour de chez elles.
On sait qu'une société en santé, ça prend l'accès à des services et des soins de santé à toute la population. Il y a une piste de solution pour donner un meilleur accès aux soins. Ben, j'ai choisi la clinique Spot. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est un organisme qui est ici à Québec, dans toute la ville de Québec, là, qui offre des services de soins adaptés à la réalité des personnes qui sont peu ou pas rejointes par les services publics. Il y a des personnes qui ont, ben, qui ont peu ou pas accès à des soins de services de santé qui existent dans le réseau de la santé. C'est lié à plusieurs facteurs, mais dont l'exclusion sociale. Pourtant, ils ont besoin de soins comme tout le monde. Puis, la clinique Spot, elle a décidé de recevoir les personnes qui vivent de l'isolement, une grande précarité économique, qui ont vécu de mauvaises expériences en soins de santé, mais surtout qui vivent des expériences de stigmatisation, ce qu'on parlait tantôt, et d'exclusion. Elle leur offre des soins, mais sans préjugés. Puis en plus de ça, ces soins-là, c'est gratuit, puis ils sont souvent pas facilement accessibles à ces personnes qui sont désaffiliées et marginalisées dans notre système public. À titre d'exemple, ces personnes peuvent avoir accès aux autres offres de la massothérapie, psychologue, psychiatre, dentiste, médecin de famille et bien d'autres offres. Nous avons choisi de présenter ces deux exemples-là parce qu'ils faisaient un lien entre le vécu des personnes en situation de pauvreté, de la santé et la lutte aux préjugés. Une façon importante pour lutter contre les préjugés, c'est la participation citoyenne. C'est ce qu'on parlait au tout début. La participation citoyenne, c'est d'inclure les premières personnes concernées au cœur du projet qui les touche directement. C'est ce qu'on a fait en préparant cette préparation-là. Les bulles ici ont apparu durant le processus. Comme on peut lire, l'espace qu'on peut prendre dans la société, ça joue beaucoup sur la santé mentale. Ça, ce que ça décrit, c'est que la participation citoyenne, c'est un moyen de lutter contre les préjugés. Tu permets aux gens de participer à un projet social. Par exemple, moi, je participe à la chaire, au comité de gouvernance de la chaire de recherche sur la réduction des inégalités sociales de santé de l'UQAM. Ensemble, on a mis sur pied un atelier de sensibilisation sur les préjugés liés à la pauvreté qui se donne à des étudiants et étudiantes au cégep puis à l'université. Mais on fait d'autres choses aussi. On analyse présentement des politiques publiques pour identifier les préjugés qui se cachent sous ça. C'est en tant que personne qui vit en situation de pauvreté que je participe à ces projets-là. C'est mes expériences puis mon expertise qui sont recherchées pour y contribuer. Puis c'est bien le fun. C'est une belle façon de lutter contre les préjugés. Parce que contrairement à ce qu'on peut entendre sur les personnes qui vivent en situation de pauvreté, beaucoup d'organismes reconnaissent notre apport et sa nécessité dans la recherche de solutions aux problèmes rencontrés, d'autant plus que ma participation citoyenne, ça me fait sentir incluse. On termine, en fait, pour le mot de la fin, ce qu'on voulait dire, on s'est rendu compte que d'autres l'avaient dit avant nous. Puis les autres, dans ce cas-ci, c'est le comité avec. Le comité avec a préparé, un comité du collectif pour un Québec sans pauvreté qui travaillait sur les questions de participation des personnes en situation de pauvreté, avait préparé une conférence qui s'intitulait Pensons, décidons et agissons ensemble, et dans laquelle, dans le fond, ce qu'on disait, c'est, ben, pour que des bonnes décisions politiques soient prises, il faut que les gens concernés prennent part des décisions. Il y avait comme nous avons besoin de l'éclairage de toutes et de tous pour qu'aucune réalité ne reste dans le noir et que les décisions soient prises soient les meilleures possibles. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde participe aux décisions, y compris les personnes en situation de pauvreté. Il faudrait prendre cette habitude-là dans tous les milieux de la société. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, mesdames, pour cette présentation.
La prochaine sera donnée par Laurence Caron, qui est à Montréal. Laurence Caron, il est directeur adjoint à l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale. C'est un organisme chef de file pour la promotion des meilleures pratiques en santé mentale. Son équipe travaille présentement sur un nouveau cadre de référence québécois sur la stigmatisation et la discrimination en santé mentale. Laurence, à vous la parole. Je me demandais ici, tant qu'à être dans une salle avec des gens, est-ce qu'il y a des gens qui veulent travailler dans le réseau public, CIS, CIUS, établissements de santé, INSPQ, INES, soit qui travaillent là ou qui veulent travailler là? Juste lever la main. OK. Ah, vous travaillez là. OK. Si, je ne sais pas si vous savez, si vous faites ce que le ministère un peu demande dans ses ministère de la Santé, dans ses publicités à la télévision, vous allez chercher de l'aide si vous avez besoin d'aide. Vous vous retrouvez devant un médecin, peut-être que vous allez recevoir un diagnostic de trouble mental. Est-ce que vous le savez, si vous changez de CIS, de CIUS, d'établissement, si vous êtes obligé de répondre aux questions de pré-embauche liées à votre santé mentale? Si vous avez reçu un diagnostic, est-ce que vous le savez, ça va jouer contre vous? Si vous pouvez mentir, puis c'est correct. Si vous pouvez passer le... Je ne sais pas, est-ce que... C'est des gens que ça stresse ou qui vont s'éviter d'aller chercher de l'aide à ce moment-là? OK. Bon. Je vais juste commencer à ce niveau-là. Merci. Si vous écoutez, à un moment donné, je vais dire la réponse. OK. Je voudrais juste souligner, j'ai appris ce mois-ci le départ de quelqu'un, Manon Charbonneau, docteur Manon Charbonneau, qui a beaucoup travaillé sur la stigmatisation au Canada. Donc, je voulais juste souligner son départ pour ceux qui la connaissent et qui n'étaient pas au courant. Là, donc, il est décédé jeune. C'était une psychiatre qui, une des rares là, qui s'affiche elle-même comme ayant été chercher des services, puis etc. C'est que je voulais noter ça. On y va, pas de conflit potentiel d'intérêt. Bon, Laurence Caron, si vous êtes intéressé à la fin, vous me googlerez au lieu de lire tout ça. Je travaille pour la QRP et à la QRP, il y a différentes choses, entre autres un groupe provincial sur la stigmatisation qui inclut un peu toutes les parties prenantes avec différents chapeaux, donc autant des gens de la psychiatrie que de l'antipsychiatrie, du ministère, que du communautaire, que des gens citoyens. Donc, on pourra en parler éventuellement à travers la petite rencontre de ce matin. Ce groupe-là existe depuis 2011 et en gros, ce qui a été fait, c'est de faire des revues de littérature, comprendre la stigmatisation, puis après ça, entrer dans des actions dans chaque région du Québec. Avec la réforme Barrette, on a-tu le droit de parler de ça ici? Avec la réforme Barrette et différents changements de gouvernement, donc il y a beaucoup de tables régionales qui ont tombé, puis il y a beaucoup on n'est pas dans la victime, là, mais il y a beaucoup d'actions qui étaient en train d'avancer, qui ont stoppé là, au Québec à travers la fin de ces tables-là. La pertinence de parler de stigmatisation, on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'on pourrait passer tout le temps, mais le rapport de Dr Tam récent, bon, en 2019, qui parle de stigmatisation, en parle. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas chercher d'aide en santé mentale, mais en général. Aujourd'hui, vous allez voir, je ne mets pas toutes les citations, vous m'appellerez à la fin si vous voulez, je ne voulais pas alourdir avec plein de références. C'est vu depuis plusieurs années comme un grand obstacle au rétablissement et à la pleine citoyenneté, parce que les gens ne vont pas chercher d'aide, parce que les gens ont des obstacles, ou comme il a été dit tantôt, les gens s'empêchent de faire des choses parce que, bon, ils voient l'échec qu'ils pensent inévitable. Là, on n'ira pas dire à quelqu'un qu'on la trouve de leur goût parce qu'on va être rejeté, on n'ira pas travailler parce qu'on se dit que ça ne fonctionnera pas. Là. Donc, c'est un obstacle à la prise de risque, la saine prise de risque, si on peut dire. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la stigmatisation ou la peur du regard des autres est plus incapacitante et c'est une plus grande source de souffrance que le trouble mental lui-même. Donc, c'est pas rien, là. C'est-à-dire le regard ou la peur du regard de l'autre est pire que le trouble lui-même, okay? Pour plusieurs personnes. Puis la question qui revient toujours, c'est un peu par rapport à la stigmatisation, c'est, tu sais, oui, des services, mais tu sais, au final, c'est la vie, elle vaut-tu la peine? Tu sais, la vie, elle vaut-tu la peine après?
Donc, oui, les services, oui, ça va mieux, mais à quel moment, là, tu sais, sur Tinder, à quel moment je dis que j'entends des voix? À quel moment je dis que, bon, j'aime ça me geler pas mal, là, finalement, puis ça va être associé à un problème pour peut-être des personnes. Donc, oui, les services, puis après ça, il y a qu'est-ce que je fais avec ce que je suis, qu'est-ce que je fais avec ma réalité ou ma situation, là, qui n'est pas toujours obligé d'être une identité. Définir la stigmatisation, en gros, de toute façon, je ne passerai pas à travers le contenu, c'est que passer un bon moment. Donc, la stigmatisation, c'est pas juste lié au fait d'avoir un diagnostic. Des fois, moi, je vais parler au risque de froisser les gens du bateau des fous. Donc, ça se peut que ce soit que tu aies reçu un diagnostic, mais ça se peut que tu aies fait une grosse erreur de jugement. On se rappellera M. Bastien il y a quelques années, puis il y a des gens qui disaient, bien, s'il n'y a pas de diagnostic, il devrait en avoir un. C'est pas vrai, mais je vais juste te ramener. Donc, ça peut être ça peut être le fait d'appartenir à un groupe plutôt qu'un autre. On se rappellera à Québec, il y avait les autocollants sur les pare-chocs qui étaient TDF. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, donc toutes des folles, c'était ça. Donc, tu appartiens à un groupe, puis tu peux être mis dans le bateau des fous. Okay? Donc, on va parler, peut-être qu'il y a une locomotive qui va être la psychiatrie, mais c'est pas obligé d'avoir un peu les gens s'improvisent psychiatres ou s'improvisent étiqueteurs, là, si tu veux. J'espère que mon style moins rigide ne vous dérange pas les gens qui aiment ça, séparer les patates, puis les petits pois, puis tout ça. Okay. Fait que la stigmatisation, bon, ça c'était plus l'OMS en 2001 qui disait que c'était une marque de honte, de disgrâce, de désapprobation. Donc c'est une marque qui conduit un individu à être rejeté, ou en tout cas ça conduit un individu à être traité d'une certaine façon, là, dépendamment de la marque. En bas, c'est important de dire c'est lié à une perte de statut social, une perte d'a priori de confiance, mais c'est surtout un désir de distance sociale. Okay? Pour ceux ici qui travaillent en recherche, vous avez une responsabilité. Pour ceux qui travaillent en sensibilisation aussi, des fois on dit « Ah ouais, on veut comme sensibiliser, puis on veut comme que les gens soient plus sensibles, justement, ou qu'ils comprennent mieux. » Mais tu sais, l'idée, c'est pas que je te comprends pas, c'est pas que j'ai pas d'empathie pour toi, c'est « Approche-toi pas de mes enfants. » Okay? C'est un peu ça l'histoire. C'est je veux une distance par rapport à toi. Donc moi, je suis pas stigmatisant, j'ai pas de préjugés, mais clairement, quand c'est le temps de faire garder mes enfants, c'est quoi les caractéristiques de la personne? Okay? Donc, c'est au moment où c'est important pour nous qu'on s'en rend compte. Puis on le fait peut-être juste une fois dans notre vie, mais tu sais, je ne suis pas vraiment à l'aise d'être vu avec toi comme étant mon meilleur ami, je ne suis pas vraiment à l'aise de faire une famille avec toi, je ne suis pas vraiment à l'aise de te donner ces responsabilités-là. Et une personne à la fois, quelqu'un peut se retrouver un peu asséché socialement, économiquement, etc. S'il y a des gens qui se rendent compte que j'invente des choses, vous levez la main, là, ça fait partie de... Bon, c'est une marque, c'est que c'est juste pour dire, tu sais, la culture peut changer. Ça, c'est quelqu'un qui a des boutons, puis ça, c'est pas un joint, c'est un thermomètre. Et donc, le bébé, peut-être qu'il est tombé dans un nid de fourmis, mais peut-être qu'il y a quelque chose de contagieux. Et en général, ben, quand j'étais petit, on disait, tu ne vas pas jouer avec Rémi, je veux pas que tu attrapes le truc. Et aujourd'hui, ben, il y a les parties de varicelle. Là. Je ne me rappelle plus c'est qui a fait cette recommandation-là, mais tu mets tout le monde dans un enclos, puis il n'y a personne qui devient stérile à 40 ans parce qu'il attrape un truc. Okay. Okay. Ça va? Si vous voulez expliquer la stigmatisation rapidement, je suis désolé, ça fait un bout que je donne la formation, peut-être 10 ans, et là, je me cite, c'était pas moi qui avais fait ça. C'est être pénalisé, non pas pour ce qu'on est, mais pour ce à quoi on est associé. Okay? Donc, l'idée, là, c'est « Hey, tu me confonds-tu avec le stéréotype présentement? » Tu sais, c'est un peu ça, la stigmatisation. On va voir ça dans les lois, on va voir ça dans les interactions avec les personnes, puis on va voir ça, on parlait tantôt d'autostigmatisation. Nous autres, on a mieux parlé de stigmatisation internalisée. Parce que c'est quelque chose d'ambiant qu'on applique à soi-même. Donc, à un certain point, est-ce que je me trompe avec le stéréotype? Tu sais, j'ai-tu oublié qui j'étais, puis là, je me vois juste comme le stéréotype de peu importe l'étiquette. C'est ça.
C'est que stigmatisation peut être réelle, perçue ou anticipée. On comprend, il y a des gens qui peuvent vivre du rejet à répétition, puis à un moment donné, moi, je n'étais pas bon dans mon début de carrière en intervention, en accompagnement, puis ça se peut qu'à un moment donné, je pensais à autre chose, puis là, tu sais, je parlais à quelqu'un, je me mettais à avoir un petit rictus, un petit sourire. J'ai travaillé dans le milieu du VIH-Sida un bout, tu sais, des gens qui vivent 30 ans. Maintenant, tu sais, ils ne mourraient pas de ça après 5 ans, là, mais c'était 30 ans, pas avoir de contact physique parce qu'on n'était pas sûr. Tu sais, c'est des gens qui étaient habitués des fois de se faire rejeter. Puis là, si j'avais ce petit rictus-là, bien, peut-être que même si je voulais être bien respectueux, bien, ils pensaient que j'étais comme tous les autres qui avaient ri d'eux autres. Tu sais. Donc, des fois, ça peut être perçu alors que c'est plus ou moins là. Et c'est pas dire, bien, c'est toi qui es fucké, etc. C'est qu'il y a des traumas en arrière de ça qu'il faut respecter aussi. Ça peut être anticipé. Donc, les gens vont s'assécher, comme on disait, ils n'attendront pas d'être rejetés, ils vont juste se tasser eux autres mêmes. Et ça peut être clairement réel. Donc ça, c'est la plus belle diapositive que vous allez voir aujourd'hui. Ça, dans le fond, c'est le modèle que je reprends, que les psychiatres utilisent aussi à l'APC, mais de Link et Phelan, là, dans le fond, de 2001. Ça n'a pas beaucoup avancé, fait quelque chose. Depuis ce temps-là, c'est un modèle qui revient beaucoup. Je vous le présente juste parce que c'est utile pour un peu cartographier la stigmatisation dans un domaine. Ça pourrait être avec différentes populations. C'est utile aussi pour cibler des actions. 6 minutes, semaine-là, OK, c'est correct, je suis un petit peu en retard. Donc, l'idée, c'est de comprendre, on va les passer vraiment rapidement. De dire la stigmatisation, bien, peu importe votre domaine, ça va commencer par des marques identifiables. Tu sais, on est tous des détectives. C'est qu'en santé mentale, on pourrait dire, bien, c'est le trou dans le CV, c'est peut-être le diagnostic dans le dossier, c'est peut-être ton regard qui est bizarre à cause de la médication, c'est peut-être le fait que tu parles tout seul. Mais comme on disait tantôt, bien, peut-être tu n'as pas beaucoup d'argent, tu es habillé en courte pointe, puis là, les gens disent, bien là, s'il n'y a pas beaucoup d'argent, ça veut peut-être dire qu'il y a un problème s'il n'est pas capable de travailler. C'est qu'on va associer, par exemple, pauvreté avec problème de santé mentale. Donc, tu sais, on a chacun nos critères, mais il y a des choses qui sont partagées. C'est ça la sociologie aussi. Okay. Donc, des marques identifiables, c'est que dès qu'on est... Je vais juste revenir sur le modèle. Tu sais, quand on dit on ne veut pas être stigmatisant, c'est que le modèle dit tout ça fait partie de la stigmatisation. C'est que dès qu'on est dans le processus de chercher des marques identifiables, par exemple, pour donner de l'aide, puis là, on dit, bien, tu as telle caractéristique ou tu coches tel critère diagnostique, on est dedans. Après ça, c'est plus de dire, une fois que tu es embarqué dans la stigmatisation, comment est-ce qu'on fait pour réduire les effets indésirables? Notre approche est plus comme ça. Étiqueter, je vais passer ça, mais c'est juste pour dire, bon, tu as la COVID, puis tu ne sens plus rien, faire la différence entre la cannelle et le poivre de Cayenne, ça peut être intéressant, c'est que les étiquettes sont là pour ça. Mais, donc ça, c'est mon chat. Le chat, tu comprends que ce n'est pas un lézard, mais il y a quand même une bonne différence là, de possibilités de chat. Et l'être humain, c'est un peu la même chose. Donc, même si on veut être utile en catégorisant, parce que c'est des leviers, il y a une chance ou un risque de transformer une diversité de personnes dans un bloc monolithique de manière artificielle. Puis là, ça amène plein de problèmes chez la personne. Il y a adopté des croyances, des préjugés. Donc, ma blonde conduit quand même bien. Moi, je communique quand même pas si peu. Mais quand on fait des farces ou que, tu sais, comme... je ne sais pas, Mario Jean ou un autre, c'est pas pour le nommer, ben, savez-vous la différence entre les gars et les filles? Puis là, on revient un peu à ça. Je pense pas qu'il va me poursuivre. Okay. C'est qu'en santé mentale, vous allez en voir, puis là, je ne vais pas passer dessus, mais quand on pense que c'est immuable, que la personne est dangereuse, imprévisible, faible, fragile, etc., bien, ça va jouer sur comment je m'investis comme co-citoyen avec la personne ou comment je travaille avec elle. Est-ce que finalement, je vais juste me protéger de la clientèle parce que je pense qu'elle ne peut pas changer, parce que je pense... Donc, ça va changer vraiment ma façon de faire. Séparer le « eux » et le « nous ». Donc, ça se peut ici qu'il y ait des gens, par exemple, Dr Tam, je ne sais pas si c'est assez affiché, mais disons qu'elle avait dit publiquement « je fais des dépressions en répétition ».
Est-ce que ces rapports sur le changement climatique, il y a des gens qui disent « Ouais, mais tu sais, Dr. Tam est comme dans une passe dépressive, puis là, elle sélectionne les données. » Donc, vous comprenez qu'il y a des gens qui vont essayer plutôt de cacher, vont faire une espèce de stratégie pour dire « Je vais être pris en considération. » Ça va être aussi au niveau des émotions. Ça soit de quelqu'un me donne certains indices, je peux devenir méfiant, je peux avoir peur, je peux devenir dénigrant dans ma tête, je peux devenir avoir du dégoût pour la personne ou de la pitié. Hein, des gens avec qui j'ai travaillé, puis d'un coup j'avais de la pitié. Je ne connais pas la personne, mais je ressens de la pitié. Okay? Donc pour moi, ça fait partie, pour ce modèle-là, de la stigmatisation. Je la confonds avec quelque chose, je ne la connais pas, mais je ressens de la pitié. Donc des fois, ça va être au niveau émotionnel. Ça peut être intéressant de comprendre que c'est là. On en a parlé, ça peut être social, ça peut être structurel. Est-ce que je peux devenir juré si j'ai un diagnostic au Québec? Est-ce que je vais avoir des assurances vie, des assurances feu, des assurances hypothèques? Il y a des chances que vous ayez beaucoup d'exclusions. Ça peut être internalisé, ça peut être croisé. Donc, dépendamment d'autres caractéristiques. Une qui est intéressante dans la recherche, c'est est-ce que tu es productif? Est-ce que tu es vu comme un apport à la société ou non? Donc, si tu souffres, tu as le problème, tu n'es pas reconnu dans ta productivité, bien, ça se peut qu'on pense à quoi tu sers. Tu sais, un peu dans c'est peut-être la stigmatisation dans un contexte capitaliste, je ne sais pas. Stigmatisation par association, les membres de l'entourage, les proches, même les professionnels qui travaillent en santé mentale peuvent être victimes de certains préjugés. Et l'évitement d'étiquettes, comme on disait tantôt. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont éviter les étiquettes. 3 principales stratégies. J'y vais, là, je vais augmenter mon débit de 160 différentes choses. Donc, en communauté, dans les études, il y a 3, souvent, voies pour lutter pour ceux qui font de la sensibilisation. Donc, on va parler de protestation. Donc, on fait des dossiers, on fait des rapports, on va dans la rue, on dit c'est pas correct d'être dépeint comme ça, c'est pas correct les services. Ce qu'on se rend compte, c'est que ça ne change pas vraiment le fait que je vais avoir un filtre là, pour faire garder mes enfants. Tu sais, je comprends que vous êtes fâchés, je comprends que vous avez des mauvais services, je comprends que vous êtes stigmatisés, mais dans ma vie personnelle, ça ne va pas changer que j'ai comme certains critères pour faire garder mes enfants, puis si tu coches certaines choses, maladie mentale, ça se peut que je sois plus réfractaire. Okay? Donc, ça sert, puis ça sert aussi pour l'empowerment, puis pour ce qui est internalisé pour les personnes, mais est-ce que ça change la culture? Pas forcément, pas de manière significative. Puis il peut même avoir un backlash là, quand tu es comme en réunion d'équipe, puis tu dis, bien, vous saurez que c'est pas correct, puis là, ça devient, la personne se braque, puis ça ne fonctionne pas forcément. L'information, on me dit que je vais pouvoir continuer après, vu que Dr. Bolduc n'était pas là. Parce qu'il me reste 23 secondes. L'information, on veut donner de l'information. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ça ne fonctionne pas chez les adultes. Donc, encore là, je comprends le rétablissement, je comprends X, je comprends Y, je comprends que les gens, ce n'est pas des paresseux, ce n'est pas des faibles. C'est le temps de faire garder mes enfants. Okay? Donc, l'idée, c'est de dire, quand j'étais jeune, j'ai vu, par exemple, le National Geographic avec les tigres ou les lions qui attaquaient des gens. J'ai beau avoir vu l'autre documentaire des moines qui flattent des tigres puis qui vivent avec des tigres. Quand il y en a un qui va rentrer là, je ne vais pas me dire, c'est le tigre des moines qui vient de rentrer, tout le monde. Il y a des chances que je fasse glisser M. Bastien vers la porte le temps qu'on se trouve un plan. Okay? Donc, l'information, oui, ça marche bien avec les jeunes, mais ça marche mieux avec les jeunes, mais chez les adultes, c'est comme si le filage émotionnel, peut-être, là, je vais être mauvais pour l'expliquer, plus fort. Est-ce que je peux avoir une extension d'1 minute 30, s'il vous plaît, M. Bastien? Merci beaucoup. Toute information n'est pas la même. Là. Donc, il faut se dire, est-ce que si je parle de maladie mentale, de troubles mentaux, on se rend compte que ça peut aider dans le domaine de la santé, avec du monde qui a une littératie en santé, ils vont être plus tolérants, mais avec la population, on va peut-être plus se dire, ah ben les autres sont faits avec des blocs légaux différents du reste de la population, puis ça peut empirer, dans le fond.
C'est la même discussion qu'on a au groupe provincial, c'est de dire, nous, est-ce qu'on veut que la lutte contre la stigmatisation soit une question de tolérance? Donc, est-ce qu'on veut dire, bien, les pauvres petits sont faits différemment, soyez tolérants, ou est-ce qu'on veut prôner que c'est des individus responsables qui sont capables de pleine citoyenneté? Puis on va aller plus dans cette catégorie-là. Le Graal, la lutte contre la stigmatisation internalisée puis sociale, c'est la stratégie contact. Ça veut dire d'amener les gens à rencontrer du monde, du groupe stigmatisé dans un contexte d'égal à égal, un contexte intéressant comme une bibliothèque vivante, comme certaines conférences. Et ça fait en sorte que je ne veux pas faire garder mes enfants par quelqu'un qui entend des voix, sauf s'ils étaient comme Sandrine, comme Richard, comme Benjamin, comme une quinzaine d'autres que je connais, que je me dis, si c'était eux autres, j'y connais assez, sous certaines conditions, je suis à l'aise. Okay, donc la stratégie contact, ça ouvre, ça enlève le cadenas des gens, puis ça leur ouvre sur peut-être que la personne que j'ai en avant de moi a diffère du stéréotype aussi. Okay? C'est quelque chose qui vient chercher les gens. Par contre, si vous faites ça, c'est une question de dévoilement. Okay? Parce que c'est peut-être pas vous autres, là, mais il y a du monde qui va falloir qu'il assume au Ardennes qu'elle a passé à la télé puis qu'elle s'est dévoilée. Okay? Puis, je n'irai pas là parce que vous en parlez déjà, mais la stigmatisation dans les services, c'est important. On forme des gens là-dessus. Il y a plein de solutions, mais c'est le plus facile. Si on fait juste travailler sur la stigmatisation dans les services, il y a quelque chose qui manque d'éthique là-dedans, parce que c'est facile de former professionnel. Mais moi, si je sors et que je ne suis pas capable d'avoir d'amis, je ne suis pas capable de job, je ne suis pas capable d'avoir de relations amoureuses avec du monde que je veux, là, je ne parle pas de gens on se pogne entre nous autres parce qu'on est pris entre nous autres. Je parle de gens... Non, mais excusez d'être cru à ce moment-là, mais c'est ça. Donc, si on ne travaille pas dans la communauté, puis que les gens dans les services sont tellement gentils, les autres, ils nous comprennent, mais après ça, venez pas chialer s'il y a comme une espèce de porte tournante qu'on appelle, puis que les gens reviennent. Ils sont mieux ici que dans la communauté. C'est qu'il y a une responsabilité à ce niveau-là. Puis, je vais finir en disant... est-ce que mes propos aujourd'hui, parce que j'ai fait des blagues, est-ce que j'ai fait... j'ai pas mis beaucoup de références, mais c'est un choix, puis vous pouvez venir. Est-ce que ça changerait si vous saviez que j'ai passé une... Là, j'ai 42 ans, là, il paraît que j'ai l'air 25 encore, mais j'ai passé une partie de ma vie en psychiatrie. Est-ce que... Je vais mettre ça là. Est-ce qu'une partie de ce que j'ai dit ou des discussions qu'on pourrait avoir tantôt va être remise en question si vous saviez que j'ai été un des personnes qu'on peut qualifier de junkies, mettons, à place des arts? Est-ce que si je vous dis que j'ai été d'une personne qui a malmené du monde autour dans le centre-ville, dans Ville-Marie, pour avoir de l'argent? Si vous saviez que j'ai été incarcéré pour des choses que j'ai faites, puis que j'ai été incarcéré aussi pour des choses que j'ai pas faites, que j'ai juste confessé des crimes que j'avais pas faits assez graves, puis que j'ai été enfermé un certain temps, en attendant qu'ils se rendent compte que c'était pas vrai. Okay? Je finis là-dessus juste parce que je prône la stratégie contact. Puis à un certain point, je trouvais qu'il y a quelque chose d'un peu paternaliste de le faire, mais de ne pas me commettre moi aussi, parce qu'il y a des gens qui risquent un peu leur réputation pour ça. Merci. Qu'est-ce qu'on dit après ça, Laurence? Qu'est-ce qu'on dit après ça? Je trouve que tu as la voix de Philippe Audrey, La Rue Saint-Jacques. Tu as le charisme d'un stand-up comique avec beaucoup, beaucoup de vérités qui dérangent et des réflexions qui nous interpellent. Merci, merci Laurence pour cette présentation-là. Je vais inviter donc Kim à venir te rejoindre si tu veux bien partager la scène avec elle à Montréal. Et ici, de notre côté, Marilyn et Marianne, venez parce qu'on a du temps pour des questions et certainement qu'il y a des gens qui vont réagir à vos propos. Prenez place au micro et à Montréal et ici, à Québec. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions de ton côté, Thomas? Pas pour le moment, de notre côté. Des questions, des commentaires? On vous invite vraiment à
à vous positionner au niveau des micros. Pour le moment, on est encore un peu endormi de notre côté, malgré la super présentation. Moi, j'ai mon micro, alors vous autres, vous pourrez parler. Ah oui, on va vous voir. On va vous voir. Non, venez, c'est pour ça que moi, je vais vous prendre ma place. Prenez ce micro. Merci. Allô, Frédéric Boulay, chargée de projet MRC de Montmagny. C'est une question un peu en lien avec la pauvreté, peut-être un peu moins orientée sur les préjugés, mais je me questionnais au long de la présentation sur la réflexion que vous aviez par rapport, parce que, tu sais, au départ de la présentation, il y avait toute la question, tu sais, par rapport aux revenus en lien avec la pauvreté, mais est-ce que la pauvreté est seulement une question de revenus? Tu sais, ça me questionnait énormément, tu sais, parce qu'une personne qui gagne 90 000 par année peut être une personne très endettée, avoir des problèmes X, Y, Z, et à ce moment-là, avoir une pauvreté qui est plutôt cachée, donc qui ne va pas nécessairement venir avec les mêmes préjugés. Puis on le voit, tu sais, aussi avec d'autres éléments liés à la pauvreté, tu sais, l'itinérance. Maintenant, on parle d'itinérance cachée. Donc, je me demandais si vous aviez une réflexion un peu par rapport à ce concept-là qui est aussi présente, je pense, au niveau de la pauvreté. Merci pour cette question. Oui. Oui, bien, merci pour la question. En fait, au collectif, on n'a pas vraiment de définition de la pauvreté. On est comme plus, ben, les gens vont nous dire, ils n'ont pas toujours le goût de nous le dire, mais c'est aux gens de dire s'ils s'identifient ou pas comme personne qui vit de la pauvreté. Nous, c'est sûr qu'on a une échelle de chiffres. Puis après ça, la question de qui vit, bon, les situations, c'est sûr que là, avec l'inflation, ça touche beaucoup plus de gens, il y a des choses qui changent dans les dernières années, mais ce qu'on parle aussi beaucoup, c'est la question de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Donc, ces deux choses-là qui sont très liées pour nous. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Puis une des choses que moi je pourrais dire, c'est que moi, avant qu'il m'arrive l'événement qui a fait chavirer ma vie, mais complètement, là, moi, je travaillais en soins, puis il me restait 1 an à faire pour être infirmière autorisée. Puis c'est quand même bien payé, là, je veux dire. Je suis tombée là, de mon salaire ben, j'étais monoparentale avec mes 3 enfants à temps plein. J'ai dit à temps plein au cégep de Limoilou. OK? Puis j'aimais ça, puis tout ça. Mais mon salaire a tellement tombé, là, genre de 0 pendant quelques mois, là, de genre 2 mois avant de recevoir de l'aide de dernier recours au départ. Après ça, c'est l'IVAC qui a embarqué pendant un certain temps. Puis là, ça fait 10 ans, dans le fond, qu'on est en. On sont en analyse, là, mais pour moi, la pauvreté, ça a fait ça pour moi. Je te dis pas pour tout le monde. Puis oui, il y a différents types de pauvreté. On le voit, là, tu sais, moi, je pense que c'est pas juste un facteur de chiffres, mais c'est ça. Ça dépend des personnes. Mais moi, je suis tombée vraiment de haut en bas de même, avec 4 opérations dans la colonne vertébrale pour pouvoir marcher correctement et tout. Fait que voilà. Merci. Ça fait plaisir. Merci à toi. Hélène, de notre côté, il y a des personnes de notre côté qui ont des questions. Hélène? Oui, je t'en prie. Allez-y. Oui, oui. Super. Oui, alors, Fanny Dagenet, donc ça fait tout drôle parce que je ne peux pas nommer d'organisation. Maintenant, je suis rendue travailleur autonome, donc de Fanny Dagenet, disons-le. Alors, d'abord, merci beaucoup pour ces présentations vraiment intéressantes. Puis, tu sais, je pense qu'il y a toute une dimension aussi de stigmatisation qui vient en lien avec le premier sujet. Donc, finalement, tu sais, je trouve que c'était un peu un fil transversal, là, si on veut, dans les 3 présentations. Puis, la question que je me posais, c'est, puis ça s'adresse vraiment aux 3 conférenciers, est-ce que vous avez réfléchi à la place de la stigmatisation et de ces préjugés que vous avez décrits au sein des intervenants du secteur social et de la santé? Puis, qu'est-ce que ça prend pour que ce soit moins présent? Parce que, on entend tous des gens qui ont vécu qui se sont sentis jugés ou exclus par des intervenants qui pourtant sont là pour le bien-être, qui
Puis, je veux dire, je suis convaincue que la plupart des personnes qui travaillent dans le secteur social et de la santé sont vraiment là pour les bonnes raisons, puis veulent vraiment aider, mais c'est comme si c'est tellement fort socialement que certaines croyances qu'on porte malgré nous, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, ce serait un peu ma question à vous trois. Donc, si vous avez réfléchi à ça et qu'est-ce que ça prendrait, dans le fond, pour faire évoluer les choses. Merci, Fanny. Merci. Ben, il y a Marilyn, certainement, qui veut dire quelque chose. Oui, nous, moi, dans une de mes participations... Tu peux regarder par là. Ah, par là, oui, c'est vrai. Hein? Ils vont te voir de face. Allô. Okay. Oui, dans une de mes implications citoyennes, nous autres, on avait fait une mobilisation ensemble pour agir sur les préjugés. On a monté aussi un atelier de sensibilisation sur les préjugés. Et celle-ci, la mobilisation s'est arrêtée, mais pas la partie escouade. Puis depuis l'an passé, dans le fond, nous, on donne vraiment des formations aux personnes qui travaillent pour la direction de la santé publique. Et là, maintenant, depuis 2024, on a grossi ça pour les gens, le CIUS. Pour le CIUS, et c'est des personnes qui vivent la situation, dans le fond, qui font partie de la formation et ils ne viennent pas que donner leur témoignage, tellement pas habitué de juste ça. Mais fait qu'ils disent on est capable de donner des données, puis c'est vraiment une formation qui est aimée de la part des professionnels de la santé. Merci beaucoup, Marilyn. Très intéressant comme information. Laurence, est-ce que tu vas ajouter quelque chose? Oui, mais en tout cas, je ne veux pas faire un pitch de vente là, parce qu'on vend des formations depuis, ça a été une demande du ministère de la Santé là, de former les gens du réseau de la santé. Ça faisait partie du plan d'action 2015 en santé mentale. Différentes choses. Dans le fond, c'est de comprendre ce qui est perçu comme stigmatisant. Ça fait partie des choses importantes. Donc, qu'est-ce que les gens, les personnes qui viennent, perçoivent comme stigmatisant? Je nomme comme ça de mémoire, là, comme recension des études, de comprendre les effets. Par exemple, il y a 3, 4 effets majeurs du genre, ce qui est perçu comme stigmatisant pourrait être, par exemple, être paternaliste ou faire des généralisations abusives ou dire, ben non, ici, je m'excuse, on ne donne pas de lait aux gens pour s'endormir, mais on a des anti-anxiété. Donc, des gens qui disent, ben c'est pas pareil quand j'étais en oncologie, des trucs comme ça. Donc, quand c'est perçu comme stigmatisant, les effets, ça va être des fois perte d'estime, perte d'espoir et perte de lien significatif avec les services ou les personnes en particulier. Il y a des outils qu'il faut prendre parce que les gens disent, ben je comprends tes trucs, mais ça me prend des outils particuliers, je ne rentre pas là-dedans. La stratégie de contact, souvent je dis aux gestionnaires, invitez-moi pas pour une conférence à 2000 $, merci en passant. Et c'était ça pour toi aussi? Non, toi c'est sur le payroll. Mais invitez-moi pas pour ça, mais mettez 100$ de côté, 200$, puis à chaque réunion d'équipe, ayez quelqu'un qui peut faire un genre de témoignage de son rétablissement, qui donne de l'espoir, parce qu'à force de voir les gens dans le pire moment de leur vie à répétition, on finit par se protéger des fois de la clientèle, certaines personnes. Et d'avoir des instances de défense de droits, défense d'intérêts aussi. Puis il faut vraiment faire la différence, hein, parce que si je suis là pour dire voici comment améliorer les services, ce n'est pas de la stratégie contact, parce que ça se peut qu'il y ait des moments difficiles, que ça soit laborieux en comité ou qu'on ne soit pas d'accord. Et on ne ressort pas de là avec plein d'espoir puis de vision humaine pour l'autre personne. Donc, il y a plusieurs choses différentes qui sont possibles et d'autres, mais je vais m'arrêter là. Merci. Thomas, il nous reste 30 secondes avant la pause. J'avais vu quelqu'un à ton micro, hein? Exactement. Une dernière question, peut-être. Kim voulait ajouter quelque chose. Thomas, je te laisse. Très bien. OK. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Leonardo. Je suis attaché politique du député Alexandre Leduc. Moi, j'ai une question qui s'adresserait à Kim et à Laurence au sujet de l'installation d'un SIS, service d'injection supervisé ou autre de ce genre, et l'intolérance qui peut provenir du voisinage. Comment on traverse collectivement cet obstacle? Puis Laurent, je suis curieux de t'entendre là-dessus aussi.
Ça va faire plaisir de répondre, en fait, à deux sur la question. Là. Si Laurence, effectivement, a ajouté, je pense que c'est une question qui revient souvent. Je tiens à souligner qu'il y a une motion, en fait, si ma mémoire est bonne, c'est la motion 103 qui a été adoptée l'année dernière par l'Assemblée nationale et qui reconnaissait le caractère essentiel des services de consommation supervisés. Maintenant, ça ne fait pas en sorte qu'on va rendre illégitimes les craintes que les personnes peuvent ressentir à l'effet d'avoir un service de consommation supervisé, par exemple, qui va s'établir dans son voisinage. Cependant, ça part aussi, justement, de toute la stigmatisation et des préjugés qu'on a envers les personnes qui consomment des drogues. En novembre dernier, dans notre sondage qu'on a mené avec la SPQ puis Léger, on a réalisé que plus d'une personne sur deux rapportait qu'il y a des préjugés dans leur entourage, au sein de leurs proches, envers les personnes qui consomment des drogues. C'est énorme, c'est trop présent. Ça fait en sorte justement que la situation devient vraiment un risque pour ces personnes-là. Donc, on doit le prévoir dans le développement même urbain, j'ai envie de dire, des différentes régions. Puis, de toute façon, ces services-là s'installent là où il y a des besoins déjà présents, parce que sinon, ça ne servirait à rien d'ouvrir une salle qui serait vide. Mm-hmm. Ben écoute, j'ai oublié de dire aussi les pères aidants professionnels tantôt, la dernière chose. Par rapport à la question, suffisamment de ressources, il y a beaucoup d'endroits où c'est comme c'est facile de discréditer, ben, tu me le diras, là, mais j'ai l'impression qu'il manque de ressources dans les sites, puis ça fait en sorte que le crime, c'est comme fais-le pas à moitié. S'il n'y a pas de ressources 24 heures sur 24, s'il n'y a pas assez de staff autour, s'il n'y a pas de lieu de chaleur, c'est sûr, là, la question, c'est pas est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, c'est que c'est comme tu le fais mal, tu as construit une maison en carton, ben, c'est comme, à un moment donné, il va pleuvoir, puis c'est plus cette idée-là. Là. Puis, on peut regarder des négos qui à différents niveaux ces temps-ci, il y a des corps professionnels qui ont... C'est pas le but de comparer, là, mais c'est de dire... c'est ça. C'est toujours une question de ressources, là, je pense. Là. Puis il y a des gens, il y a des organismes qui sont très éthiques, si je peux dire. Puis à un certain point, ils vont dire, bien, tu ne me donnes pas assez d'argent, je ne le ferai pas. Okay? Puis ça, je trouve ça intéressant aussi, ceux qui osent faire ça. Merci, Laurence. Il y a Marilyn qui m'a demandé de dire le mot de la fin de ce bloc super intéressant. Marilyn, vas-y. Voilà. Pour finir, on a toutes et tous des préjugés. On le sait. Et puis, voilà, je pense que ça doit être... ben c'est ça, on ne peut pas se mentir, là, on a tous et tous des préjugés. Voilà. Merci à vous tous. Kim Brière-Charret à Montréal, Laurence Caron et ici à Québec, Marilyn Côté, Marianne Paradis-Pelletier. Merci pour vos présentations, vraiment.